Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Critique des Sorties, le format critique de La Nuit des Sorties, où l'on parle d'une œuvre, comme ça peut être un film ou une série, sans spoil, puis avec spoil. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, tout sourire, on parle de catch, et ouais, le catch est une grosse partie de mon enfance, adolescence, et un peu de enfin j'avais repris quelques années après le catch, et là on parle d'un film qui parle de catch, donc ouais, je suis chaud. Ça va être cool. C'est un sujet qui nous intéresse, donc voilà, on était bien chaud pour le film. Et on va donc parler du film. Donc le film c'est quoi? C'est Iron Claw en français. Bah tu peux nous dire c'est quoi l'histoire du film? Alors, le résumé, c'est les inséparables frères Von Erich ont marqué l'histoire du catch professionnel du début des années 80. Entraînés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie. Alors, la famille Von Erich, parce que c'est une famille de catch, en fait, elle a beaucoup marqué l'histoire du catch américain, le Texas Wrestling, parce que, comme on l'appelait. Et en fait, c'est une famille de catcheurs, donc... Comme est dépeint dans le film, le père était un catcheur qui a eu une certaine renommée à une certaine époque, et tous ses fils quasiment vont, parce qu'il n'a eu que des fils du coup, et les frères Von Erich vont tous se mettre à pratiquer du coup le catch pour vis-à-vis de leur père, et on verra l'influence toxique de leur père vis-à-vis de ça, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, faut savoir qu'il y a eu quelques changements dans le film, parce que dans le film, on voit 4 frères. Et on en mentionne un qui est décédé quand il était jeune, mais voilà, c'est assez. Et en fait, il y a un autre frère, en fait, dans la vraie vie, qui s'appelle Chris Von Erich. Ouais, je te jure, c'est vrai. Ouais, okay. Et en fait, on va voir que c'est une histoire, c'est un drame, hein, et que c'est pas, voilà, il y a des choses pas très folles qui se passent, et en fait, la réalité est encore plus triste. C'est pire, hein, ah oui, c'est pire, parce que le dernier frère, enfin c'était pas le dernier frère, mais c'était le Chris, il s'appelait. Je crois que c'était le dernier aussi de la fratrie. Je crois que c'était le plus petit. Et en fait, il a été retiré du film c'était un choix du réalisateur, du coup, qui a mis, je crois, 7 ans à écrire le film. Et il a retiré le frère parce que ça faisait redondance avec les événements d'un autre frère qui s'appelle Mike, puisqu'il a eu le même destin en fait que tous les autres frères. Ouais, tu vois. Et t'es en mode et ils ont retiré ça parce que ça faisait encore trop, et il y avait trop de trucs, quoi. Et ils ont pas fait tellement de changements, mais s'il y a quelques trucs, des anachronismes, voilà. Mais je me suis renseigné, et l'histoire qui est dépeinte et dont on va parler, elle est quand même assez fidèle à ce qui s'est passé avec les frères. Mais la plus grosse omission, c'est le fait qu'ils avaient encore un petit frère appelé Chris, quoi. D'accord, ok. C'est le plus jeune? C'était le plus jeune de tous. Ok, d'accord. Le petit dernier. Et toi, Ista, qu'est-ce que tu peux nous parler de la production du film? Donc, Iron Claw ou La Griffe de Fer au Québec, c'est un film américano-britannique. Il est réalisé et écrit par Sean Durkin. Donc, Sean Durkin est un scénariste et réalisateur canadien qui réalise ici son 3e long métrage. Après Martha Marcy May Marlene, qui a eu le prix de la mise en scène au Festival du film de Sundance en 2011, et The Nest en 2019. Ouais, apparemment, je les ai pas vus, ces 2 films, et ils ont une certaine renommée, ils sont plutôt bien appréciés. Et même d'ailleurs des thèmes assez similaires. Enfin, il y a des thèmes qu'il aborde ici dans ce film qui ont été abordés dans ses anciens films. Donc moi, je suis assez curieux de voir ce qu'il a fait avant. J'avais entendu parler de Martha Marcy May Marlene, et c'est avec une actrice un peu connue, je crois. Non, je sais plus qui c'est. Oui, c'est avec Elizabeth Olsen, mais quand elle était pas connue. Voilà, c'est ça. C'est Elizabeth Olsen. À l'époque, elle était pas connue du tout. J'hésitais avec merde. C'est dur à dire. Ça Ronan. Saoirse, voilà. Mais ouais, ok, c'est Elizabeth Olsen. Ok, oui, Donc je continue. En juin 2022, lors de l'annonce de Sean Durkin concernant son nouveau projet de film, Zac Efron est donc le premier acteur engagé pour incarner le rôle de Kevin Von Erich. En août, Harris Dickinson rejoint le cast pour le rôle de David Von Erich. En septembre, c'est Jeremy Allen White qui intègre la distribution pour incarner le rôle de Kerry Von Erich. Et puis on voit bien quand même que y a un truc, c'est qu'il y a c'est
les acteurs montants qui sont un peu dans ce film, je trouve. Oui, Ouais. complètement. Entre Jeremy Allen White qui est en train de tout péter avec sa série The Bear, The Beer. qu'on retrouve, et là ici on retrouve une performance quand même assez sympathique, et Harris Dickinson que moi j'avais découvert dans le Sans filtre de Robert Osland, et après Zac Efron, lui bon il est quand même connu, mais il est quand même à contre-emploi, même s'il a déjà fait des films un peu plus dramatiques. Je pense à Extremely Wicked, et le film sur le psychopathe, sur le tueur en série. Oui, tu en avais parlé. Je ne sais plus comment il s'appelle, parce que j'allais dire Dahmer, mais c'était pas Dahmer. C'est Ted Bundy, voilà. Ted Bundy, et là, donc, il reprend un rôle assez dramatique, et on en reparlera de ce qu'on pense de sa performance. Donc c'est un film produit et distribué par A24, et il a un budget de 20 millions de dollars. Et là, il a fait, pour l'instant, 33 millions de dollars aux États-Unis. Ouais, bah, A24, encore une fois, qui produit pas mal de films indépendants aux États-Unis. Parfois, c'est pas toujours, il y a des qualités un peu inégales, je trouve, mais il y a toujours des propositions qui m'intéressent, moi, dans ce studio, quand même. J'ai toujours envie de voir ce qu'ils produisent. Et des Maxine, donnez-moi Maxine, s'il vous plaît. Cette année, je le veux au cinéma en France, s'il vous plaît. Et le film, il a une world premiere, donc une première mondiale à Dallas, au Texas. La même journée que il y a eu la fin de la grève de la SAG-AFTRA, dont on avait parlé dans différents podcasts. Voilà, et il y a plusieurs acteurs oui, je me souviens de ça, qu'il y a plusieurs acteurs qui ont découvert la news sur le red carpet, quoi, avec les journalistes qui leur disent, vous savez, la grève, elle est finie, tout ça. Voilà. Au fait, by the way, c'est terminé. Ouais, bah, c'était assez cocasse, ce moment-là. Ouais, c'est marrant. Alors j'ai quelques petites infos aussi sur les backstage pour ceux qui aiment le catch aussi, voilà. Il y a le catcheur MJF qui catch à la Maxwell Jacob Friedman, qui apparaît brièvement dans le film, mais il a surtout été beaucoup impliqué dans la production du film, dans les je savais ça. Là. Et j'ai appris aussi il y a pas longtemps que le catcheur Chavo Guerrero, donc je sais pas si tu regardais le catch à l'époque, mais moi quand j'étais petit c'était un catcheur, donc il me semble que c'est ça. Ouais. Il me semble, je sais plus si c'est le cousin ou le frère de Eddie Guerrero, donc un catcheur légendaire de la WWE, qui nous a quitté prématurément. Non, pas Chavo Guerrero, mais son Eddie Guerrero, c'est un catcheur légendaire, bref. Et c'est lui qui a entraîné les acteurs, donc Zac Efron, Jeremy Allen White, à faire du catch en fait. Et je crois qu'ils ont eu même pas deux semaines pour apprendre à faire du catch. Donc dans des conditions voilà, donc voilà. Après on va en reparler très vite avec la critique du fait que le film ne tourne pas autour du catch non plus, c'est pas ça le centre du film. On va attaquer la critique, mais d'abord la bande-annonce. On a survécu une fois, on survivra encore. Tu sens ça? Tu le sens? C'est ça l'impression. Vous avez un problème? Non, père. Alors avant de donner notre avis plus détaillé, on va donner notre avis assez rapidement. Qu'est-ce que tu as pensé du film Ista dans les grandes lignes? Écoute, moi j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que déjà pour ce que je retiens le plus, c'est les acteurs que je trouve très bons, tous. Tout le casting et tout, les personnages qui sont très attachants. Les 4 frères, ils sont super attachants, on a envie de les suivre et tout. C'est bien filmé. Je trouve je trouve qu'il y a une réalisation sobre, mais bien foutue, quoi. Il y a quand même des trucs sympas et ça en fait pas des caisses comme pour Things, dont on a parlé la dernière fois. Mais il y a des plans sympas et tout. Et j'ai bien aimé aussi le sujet et tout, mais on en parlera après, donc je vais pas trop en dire. Après, tu peux dire que ça parle de masculinité toxique, entre dans le détail. Oui, moi, ça, c'est ça. Sur ce sujet-là, j'ai trouvé ça super intéressant. Le thème, en tout cas, est intéressant. Et au final, il n'y a pas tellement de catch que ça, mais c'est pas gênant, quoi. Ça m'a pas dérangé. J'étais bien dans l'histoire, voilà. Après, pour dire, c'est pas destiné qu'aux fans de catch, ce film-là. C'est ça. Mais en même temps, les fans de catch, je pense, seront contents quand même, parce que c'est quand même une histoire assez importante de l'histoire du catch. Donc je pense que tout le monde peut être servi. Mais il faut pas s'attendre à un film qui va parler de catch. Enfin, tu vas pas voir catcher des mecs pendant 2 heures, quoi. C'est pas un film Rocky, ou c'est pas un film Warrior, tu sais, genre qui est avec je pense que tout ça, ce genre de film, quoi. D'ailleurs, le film, il y a un autre film qui parle de catch,
qui est sorti il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle The Wrestler, et qui était un peu aussi, un peu pareil, hein, dans le sens où ça utilisait le sport pour parler de drame familial ou d'un drame précis, quoi. Il y a pas mal eu de ça, hein, aussi, hein. Ouais. Après, je crois qu'il y a une vague de films un peu avec le sport, qui utilisaient le sport pour après, ça a toujours été le cas, mais d'une certaine manière, en tout cas, pour être plus des drames social, familial, que parler de sport. Ouais. Il y avait un film avec... En vrai, j'étais un peu méchant avec Rocky, mais le premier Rocky, il y avait un truc un peu... Il y avait de ça aussi, évidemment. Ouais. Mais il y avait un film avec Will Smith, je sais plus son nom, où ça parlait de football américain, mais tu sais, ça parlait justement des problèmes que ça causait le football américain, de la violence. Je sais plus le nom. Je connais pas celui-là. Il était pas incroyable, mais voilà, c'est ça qui m'est venu à l'esprit, comme ça. Okay. Alors moi, pour donner mon avis rapide sur le film, c'est un film que j'ai plus aimé que ce que je pensais que j'allais aimer, en fait. Parce qu'en fait, je sais pas, je me suis dit, ouais, un film indépendant, on va parler de catch. Je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que bien que j'ai eu une période fan de catch et tout, hein, que je suivais assez ardemment, hein, l'actualité catchesque, je sais pas si ça se dit, mais je connaissais pas vraiment cette histoire. En fait, je connaissais le nom Von Erich, je connaissais le finisher, du coup, de Iron Claw. Donc le titre de Iron Claw, c'est ce qu'on appelle un finisher dans le catch, donc c'est une prise ultime d'un catcheur qui souvent mène à la défaite de l'adversaire. Mais je connaissais pas toute cette histoire tragique, et en fait, même si on comprend assez vite que l'histoire va être dramatique, il va se passer des choses pas très fous, je m'attendais pas à ça. Enfin, pas à ça, et même pas ça. Je m'attendais pas à ça de cette manière-là, en tout cas, parce que la réalisation, comme t'as dit, elle est sobre, mais elle tombe jamais dans le pathos, en fait, ou dans c'est ça. Ouais. Où on va pas t'appuyer des trucs. Il y a des scènes assez choquantes, mais pas appuyées par la mise en scène, et on reviendra après, et peut-être même en scène spoiler, parce qu'il y a quand même des trucs, faut peut-être pas spoiler, je pense, pour les gens. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect du film, un peu vieillot, toute l'histoire de masculinité toxique, comment c'était traité, et évidemment, comme tu l'as dit, les performances, là pour le coup, surtout Zac Efron, que c'est un acteur que moi je connais d'High School Musical, tu vois. Oui, et ouais, j'ai toujours su que c'était pas un mauvais acteur, tu vois. J'ai jamais pensé que c'était un mauvais acteur, mais bon, je pensais pas non plus que c'était un bon acteur non plus. Et là, franchement, ouais, là, je sais qu'il y a des gens qui étaient en mode, il aurait dû être nominé aux Oscars. Et c'est vrai que, ouais, quand tu vois sa perte. Le film aurait pu, hein, ouais. Mais après, je crois que c'est un peu le timing qui est un peu compliqué, parce qu'il est sorti à un timing pas fou pour les Oscars et tout. Enfin bref. Et puis à 24, je crois qu'ils ont plutôt choisi de pousser Zone of Interest. Ouais, c'est possible aussi. Je ne suis pas dans les backstage de ça. Mais voilà, parce qu'il est aux Oscars, c'est pour ça, c'est tout. On va attaquer la critique un peu dans le dur. Je pense peut-être parler de l'aspect visuel du film. Ouais, vas-y. Peut-être avant de parler du catch, de la masculinité toxique, parce que le film, il a une ambiance. Moi, j'aurais dit un grain années 70. On en avait parlé avec toi. Peut-être tu voulais en parler, peut-être de cet aspect-là. Mais qu'est-ce qui t'a fait penser peut-être toi aux années 70 dans le film? Moi, en fait, je pensais surtout quand on parlait ça, où t'as des passages où tu vois des matchs à la télé, ou même ils te font des transitions, comme si tu voyais le match à la télé, mais tu vois le match normal, mais tu sais, t'as les génériques d'ouverture d'émissions de catch et tout, et ça fait très vieille émission de télé, quoi. Je dirais fin 70, début 80, quoi. Mais ça m'a fait penser à ça. Je dirais, c'est marrant. Ouais, mais moi aussi, tu sais. J'ai pensé plus aux années 70. Je pense que c'est peut-être les couleurs aussi du film, je pense. Je sais pas pourquoi. Peut-être, côté orangé, je sais pas, ça me fait penser aux années 70, moi. Je sais pas d'où ça vient dans ma tête, mais c'est plus années 70 que 80. Mais bon, le film se passe dans les années 80. Peut-être le Texas aussi, je sais pas. Bon, après, le truc, oui, aussi, c'est peut-être ça, mais après, nous, on n'a pas vécu ces années-là. Donc, en fait, c'est peut-être juste un mélange années 80-70 qu'on s'est fait dans nos têtes, tu vois, nous, avec notre perception, tu vois. Mais, ouais, donc le film, pour moi, il a un truc années 70-80, même dans les musiques aussi, les choix des musiques, voilà, il y a une bonne reconstitution. Et puis, ces mecs ont des dégaines. ont des dégaines que tu peux voir que dans les années 70 vers 80 aussi, hein, parce que le style, les coupes, c'est pas possible, quoi. Enfin, à chaque fois que je vois ces coupes-là, je me dis, mais comment c'était une mode, ce truc-là? Ça me fait trop rire, quoi. Et même la réalisation, je trouve qu'elle est assez sympa. Elle m'a assez plu, je trouve. Où on a des compositions de plans très bonnes. Je pense à un moment où il y a Ric Flair, oui, Ric Flair, de catcheur légendaire, où on voit juste sa ceinture
par exemple, et on voit en arrière-plan les fils, et ça dit tout en fait de cette scène-là. Et d'ailleurs le film joue pas mal avec les arrière-plans, où un personnage, parfois Zac Efron, se retrouve dans l'arrière-plan au cadre, et ça raconte beaucoup de choses de là où il est dans le film, et surtout pour montrer qu'ils sont pas maîtres de leurs décisions et de leur destin, et qu'il y a quelque chose qui agit sur eux. Bon, le père, hein, voilà, dont on parlera plus tard. Et voilà, et j'aime bien que le film ait des plans assez longs, des fois des plans séquences, mais des plans assez longs. Ah putain, je peux pas spoiler, mais il y a des moments un peu chocs qui vont se passer dans la deuxième partie du film surtout, et la caméra va pas couper, ou elle va faire très peu de mouvements, et il va se passer quelque chose dans le cadre, où il y a quelque chose qui va apparaître dans le cadre qui est assez choquant. Je pense à un moment avec Jeremy Allen White. On a un plan dans une cuisine, et lui rentre dans le champ, et on se rend compte qu'il y a un truc qui a changé chez lui. Et en fait, tu sais, c'est pas appuyé, tu vois, t'as pas besoin d'appuyer le moment, c'est juste, tu fais, oh merde, tu vois, tu te dis, ah ouais, là c'est chaud, tu vois. Et voilà, moi je trouve que ça marche super bien, quoi. Je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est assez bien. Si, bah, j'y avais pensé aussi, que quand je m'étais dit qu'on allait parler, j'allais parler de cette scène, mais oui, effectivement, cette scène, elle est super, parce que au début tu comprends pas, et en fait tu comprends au bout de 2 minutes, je dirais. Ouais, pas de dialogue, juste de la narration visuelle, tu comprends tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, c'est un cut, et tu te retrouves dans le truc, et tu fais, ah, ok. Ouais. Tu fais, ah, ok, là, il s'est passé ça. Ouais, c'est très très bien foutu, hein. C'est très bien foutu. Il y a plusieurs trucs comme ça assez intelligents, ouais, je trouve, dans le film. Et il y a l'aspect biopic aussi, parce que le film est un biopic, mais pour moi, il tombe pas dans le piège du biopic. Et quand je dis le piège du biopic, c'est le piège du biopic à l'américaine, hein. Coucou Bohemian Rhapsody, les trucs comme ça. Bien que Kevin Van Eyck était impliqué, je trouve que l'histoire est pas édulcorée. Il y a pas de, et je trouve que c'est la meilleure moyen de rendre hommage à cette famille et à ses frères et tout, c'est tu peux déformer la réalité évidemment dans un biopic, mais de pas avoir édulcoré le truc, tu vois, d'avoir montré frontalement les choses quand même, de ce qui s'est vraiment passé. Le problème, ça, de Bohemian Rhapsody, où Freddie Mercury ne prend pas de drogue, enfin voilà, on sait qu'il faisait des parties cheloues, et enfin des fêtes cheloues avec des nains et tout, il y a rien de tout ça, quoi, hein, dans le film. Oui, c'est très, en fait c'est très, voilà, en surface, tu vois, ça, on va surtout pas bousculer cette figure. Là, on te bouscule toutes les figures possibles de cette famille, tu vois. Il y a personne qui est vraiment bon. Ils sont même un peu, on reviendra plus tard, mais un peu présentés comme des personnes pas très intelligentes à certains moments. Et puis, enfin, la figure du père, elle est complètement, antagonisée pour le coup. Et c'est pas un Rise and Fall aussi, parce que moi je m'attendais à un Rise and Fall. Je sais pas pour toi au début. Je me suis dit peut-être que je connais pas trop, mais je sais que c'est une famille légendaire. Peut-être qu'il y a un côté Rise and Fall. Donc là, la famille elle va gagner des titres, et puis après voilà la chute de la famille. Et en fait non. En fait le film c'est juste un fall. À la fin. Donc, même les petits moments de Rise ils sont soit désamorcés ou soit pas présentés comme des moments de gloire, parce qu'il y a un des frères par exemple qui va gagner quelque chose, qui va avoir la gloire, et c'est pas du tout montré comme quelque chose de positif, comme un moment de célébration, rien du tout. C'est vraiment montré comme quelque chose d'assez négatif, quoi. Et donc même si le récit semble programmatique, on sait qu'on est dans Descendre aux enfers. Moi, il y a des scènes qui m'ont surprise. Et voilà, parce que quand tu connais pas l'histoire, et c'est pour ça que on veut vraiment pas spoiler, même si on s'attend à des choses pas fous, il y a vraiment des scènes assez choquantes, quoi. Moi, je savais pas du tout ce que ça allait raconter dans le film. Je savais pas du tout. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça, quoi, parce que, enfin, je savais que j'avais entendu des gens qui disent ouais, je suis sorti en pleurant et tout. Donc je me suis dit, il va peut-être y avoir un perso, voilà. Mais ça va plus loin que ça. Donc bon. Voilà, ouais, c'est un peu ça. En plus, c'est plus un drame familial au final qu'un film de sport. Mais c'est, en fait, on sait jamais jusqu'où ça va aller, quoi. À chaque fois, c'est ça, on se dit ça va mal finir pour lui. Mais tu sais, il y a même tout un truc vis-à-vis d'une malédiction dans le film de cette famille. Ouais. Et tu sais, t'as ce moment où tu te dis, non, c'est pas possible que ça arrive dans la vraie vie. C'est pas possible que ça après ça arrive. Non, encore, non, c'est pas possible, tu vois. Tu te dis, non, il y a vraiment un truc sur cette famille qui était, enfin, voilà, quoi, qui était un peu maudite. Et je trouve que ça marche bien, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est le It Follows du film de catch? Comment ça? Parce qu'il y a une malédiction. Ah, mais non, mais tu as rien à voir. Oh là là, mais non, mais tu sais, je réfléchissais, est-ce que, tu sais, il y a des films, des fois, où tu sais, tu regardes, et soit on te dit après ou avant que c'est un film, c'est un truc historique, tu fais, non mais attends, ça s'est vraiment passé comme ça? Et tu sais, tu regardes le truc tellement t'es choqué et tout, et tu fais, ah oui, ok, c'est vraiment passé comme ça et tout, c'est un truc assez fou, quoi. Des histoires. Donc des fois, le cinéma, c'est vraiment la vraie vie, quoi. Il y a vraiment des trucs assez fous qui se passent. Ouais.
Et voilà quoi, et c'est une suite de drames, on peut le dire, et il y a un premier drame qui va amorcer tous les autres aussi, ça c'est assez intéressant. Mais on va parler un peu de catch, nous, parce que nous on aime bien le catch, Ista. Comment t'as trouvé la représentation du catch, toi, dans le film? Bah, elle est bien, hein. Sur le coup, elle est bien faite. On voit les prises et tout. C'est les vraies prises de catch, comment ils se battent et tout. Ça sent, je pense ça sent qu'ils ont été coachés et tout, qu'il y a eu des gens derrière qui étaient là pour en tant que consultants et tout. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien foutu la représentation du catch, même si c'est pas le truc où on met le plus le focus dessus. Hein. Je crois qu'on voit pas un match en entier ou quoi. On n'est pas sur, comme je disais, on n'est pas sur du rookie en mode qui c'est qui va gagner, tout ça. T'as pas vraiment de suspense là-dessus, c'est autre chose, quoi. Mais en fait, je crois qu'il y a un match au début avec les frères où on voit quand même que, voilà, on voit des vrais moments de catch, surtout avec Kevin Van Erich, mais la plupart, oui. Soit c'est éclipsé, on en reviendra après, soit c'est des moments d'un combat, surtout à la fin, où bon, le film commence sur un match de catch d'ailleurs aussi, mais oui, c'est pas, on voit pas un match. Mais c'est la fin du match de catch aussi, tu vois. C'est la fin, oui. Tu vois, ça se concentre sur l'Iron Claw d'ailleurs. Et voilà. Mais toi, t'as trouvé que les catcheurs, ça ressemblait vraiment à du catch pour le coup? Ah bah oui, j'ai reconnu des trucs et tout, donc oui. Non, mais je parle au niveau des acteurs. Est-ce que tu trouves qu'ils ont bien fait les prises, etc. Tu vois, ils ont bien. Moi, ça m'a pas choqué en tout cas. Moi, je pense que ouais. Pourquoi, t'as vu quelque chose, toi? Non, moi je suis plutôt d'accord. C'est juste une question comme ça de comment ils ont appris. Voilà, on retrouve des prises. Et je sais que ça peut paraître un peu abusé, mais je trouve que le catch d'avant, ça se voyait plus que c'était fake que maintenant. Tu vois, genre je trouve que à l'époque tu vois quand même, le catch a évolué hein, évidemment, mais quand tu regardes un match de catch, si tu regardes un match de catch des années 80, c'est encore plus flagrant que c'est du fake quoi. C'est pas du fake. Hein. Attention, non, je ne dis pas que c'est du fake, mais tu vois mais dans que le film, les coups oui, non mais c'est pas du non mais c'est important parce qu'on va défendre le catch, ce n'est pas du fake, c'est des vrais sportifs, tu vois, c'est un vrai truc. Ouais, sauf que c'est scénarisé. Voilà, c'est ça qui même je crois qu'il dit dans le film, ce n'est pas pas faux, c'est scénarisé. Il dit que quand tu gagnes une ceinture, c'est tu montes en promotion en fait. On va en parler de ça, mais je voulais dire que quand un catcheur se fait prendre et se fait éclater contre le sol, il a vraiment mal. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, Zac Efron se fait claquer dans le sol sur le. Je sais pas si c'est du béton, mais voilà, c'est un sol dur. Il a vraiment mal là. Là, il a du mal à se relever. Et tout. Il a du mal à le relever parce qu'il se fait vraiment péter le dos et c'est vraiment ça quoi. Dans le catch, tu te prends vraiment des coups quoi. C'est pas parce qu'on évite de se faire mal et tout, mais tu t'es vraiment défoncé quoi. Mais je trouve que le film explique bien ce que c'est le catch, surtout au début quand Zac Efron il parle à Lily James. Mais c'est de ça que je parlais, ouais. Il lui explique bien comment c'est le catch. Tout est scénarisé, mais on se prend des vrais coups. Et par exemple, je crois qu'elle dit, je sais plus, c'est elle qui dit que, mais en fait, c'est bidon de gagner la ceinture, puisque en fait, c'est en backstage que ça se décide avant et tout, tu vois. Et l'autre, il lui dit, non, en fait, tu dois quand même le mériter. Tu dois quand même être pour avoir la ceinture, pour qu'on décide que t'es la ceinture, il faut que t'aies été très bon en termes de performance, en fait, et que t'aies fait tes preuves. Donc en fait, il y a quand même tu dois quand même être le meilleur catcheur, enfin essayer d'être un super catcheur pour avoir une ceinture, quoi. Il y a quand même un pari sportif derrière où Oui, voilà, c'est pas genre juste, toi, t'as une bonne tête, tu peux devenir catcheur. Non, tu dois le mériter quand même, tu vois. Et ça, je trouve que ça marche bien. Mais il y a un truc que je veux venir sur les combats, que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une ligne floue dans la manière dont les combats sont filmés, dont sont réalisés. Il y a une ligne floue entre ce qui est scénarisé et ce qui est réel. À certains moments du film, je trouve. Oui, des fois tu sais pas trop, ouais. Au début, on te montre les backstage, et après, il y a certains moments dans des matchs, tu sais plus trop. Genre, même moi qui sais pas, on sait qu'évidemment c'est du catch et c'est faux, mais la manière dont c'est montré, des fois tu te dis, mais attends, tu sais plus trop si c'est faux ou pas, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les catcheurs combattent, c'est entre guillemets fake. Tu vois, ils se combattent pas vraiment, mais ils se combattent pour de vrai, pour avoir l'appréciation de leur père, tu vois, tous. Donc en fait, il y a un truc assez flou de ce qui est réel et ce qui est pas. Mais il y a un côté méta du coup au film. Putain, j'aime pas dire ça, mais du coup, ce qui est un peu le cinéma aussi, surtout les biopics. Tu vois, il y a une frontière un peu floue parfois de ce qui est la réalité, ce qu'elle n'est pas. Tu vois, dans un cinéma et je trouve que c'est assez intéressant ce qu'ils aient fait de ça, tu vois. Et d'ailleurs toutes les décisions des matchs, de comment ça va se faire, des bookings, tout se fait hors champ.
dans le film. Enfin, je veux dire, des points de vue des frères, on ne voit jamais. On voit pas, ouais. C'est le père qui fait tout. Il y a juste un moment. Il y a un moment au début où je pense qu'on nous explique comment ça marche, où là ils discutent dans les backstage en mode, ok, toi tu vas me faire une prise et puis tu vas faire ci, mais après tout le film, les moments où ils ont des chances à être champions par exemple, des trucs là, on ne sait jamais la décision quelle va être la finalité, hein. Mais je pense, et toutes les décisions hors champ qui sont prises par le père d'ailleurs, hein, je pense, hein, enfin, qui sont négociées par le père plutôt que prises par le père. Et ben en fait, je trouve ça renforce l'impuissance de Zac Efron et des frères vis-à-vis de leur sort dans cette industrie. Et qu'en fait, tout est un peu poussé par le père de toute façon. Tout est de la faute du père pour moi, mais tout est de la faute en fait, le père, il est comme ça pour moi aussi à cause de la société patriarcale, je dirais. Enfin. Ah oui, complètement. Voilà. Bah, parce qu'il y a une discussion à un moment, voilà. Complètement. Bah, on en reparlera dans une séquence d'après, on parlera de masculinité toxique. Mais je voulais parler juste de mise en scène. Je trouve qu'il y a une mise en scène qui traduit bien cet effet de flou entre réalité et fiction. C'est ce moment où il y a la caméra qui, je sais plus si elle fait un travelling ou un panoramique, mais en tout cas, la caméra nous filme les backstage d'un truc, et la caméra avance doucement, et hop, elle s'arrête sur, je crois c'est les commentateurs ou je sais plus quoi, et hop, on devient la télé. Je sais pas si tu vois ce qu'on veut dire. On est passé des backstage, et hop, ce qu'on filme, ça devient ce qui se passe en live. Tu vois? Et en un mouvement de caméra, sans couper, on est passé de ce qui était les backstage, ce qui était comment dire, les coulisses. Ouais, ce qui était les coulisses de ce qu'on va voir, on est passé des coulisses à ce qu'on voit en un plan, tu vois. Ouais. Alors que le plan a pas du tout coupé. Et je trouve que c'est intéressant ce côté flou, réalité, voilà, fiction. Et moi j'aime beaucoup ça d'ailleurs dans les longs métrages. Allez voir Perfect Blue. Le mec il lance ça comme ça alors que ça n'a rien à voir. Et donc on va passer à la partie masculinité toxique, parce que je pense que c'est assez intéressant d'en parler. Et juste avant d'introduire ça, on peut parler peut-être des performances. Ils sont tous impeccables quasiment, hein, je trouve, hein, pour le coup, les acteurs. Les quatre, hein. Ouais. J'ai eu plus de mal avec la mère, mais c'est parce que j'ai pas trop compris le personnage. Toi, t'as peut-être une théorie, mais je suis pas sûr, en fait, d'avoir compris ce personnage-là. Mais sinon, ouais, tous les autres, ils sont super, que ce soit le père, que ce soit Zac Efron. Quand on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, il est très très bien. Jeremy Allen White aussi, hein, qui est, qui gueule beaucoup, lui. Harris Dickinson qui est super attachant, et celui qui joue, même le frère qui joue Mike, on l'a pas cité, je sais pas c'est quoi le nom de l'acteur, mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, moi, le personnage de Mike, notamment par son rapport à la musique que j'ai trouvé super intéressant. C'est l'acteur s'appelle Stanley Simmons, ok. Et on voit qu'il aime ses frères et tout. Enfin, en tout cas, la fratrie, quoi, les quatre. Ouais. Il y a vraiment un truc qui se crée, je trouve, entre les quatre alchimie, personnages. Il y a une vraie alchimie entre les quatre, et t'as envie de les suivre, et voilà, quoi. Et t'en as pas parlé d'un qui lui est, je pense, central à cette notion de patriarque, enfin oui, le père, ouais, de masculinité, virilisme toxique. Oui, c'est le père, et il est, enfin, t'as envie de le foutre des baffes. Il s'appelle Holt McCallany, il me semble, l'acteur. Okay. Et à chaque fois que tu le vois, il est insupportable, tu vois. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à rendre vraiment le perso détestable. Tu sais, qui à chaque fois qui vient, enfin, toute la compétition qu'il y a entre les frères, toute la toxicité, ça vient de lui, quoi, vraiment. Bah oui, complètement, ouais. Donc il y a des moments qui sont assez fous, quoi. Il montre bien que le père, il mise bien la compétition entre. Il y a une scène super, qui est une scène de football américain, où ils sont tous en train de jouer au football américain. Ah oui. Et ils s'amusent, et lui, il arrive, et il est obligé de faire des remarques horribles, surtout au personnage de Kevin, en mode putain, toi t'es nul, et alors regarde Kerry, lui c'est toujours été mon champion, tu sais, il est obligé d'en rabaisser un, et de faire sentir mal les autres, tu vois, et alors que eux, entre eux, ils s'entendent bien. Je crois que c'est le personnage Zac Efron qui dit moi, tout ce que je veux, c'est en fait faire du catch avec mes frères, hein, en fait. C'est ça, ouais. Moi, je veux juste m'amuser avec eux, et voilà. Et en fait, lui, il est tout constamment en train d'avoir cet esprit de compétition, parce que l'histoire, c'est que ce personnage, du coup, Fritz von Erich, n'a jamais eu la ceinture de champion du monde. Et en fait, il l'a un peu en travers de la gorge, et il ne voit ses fils que comme des investissements pour avoir cette ceinture, quoi. Dans cette famille-là, quoi. Et c'est complètement, horrible, quoi. Il les pousse à devenir toxiques. D'ailleurs, les rares moments où ils sont toxiques entre eux, tu sais, où ils ont un peu de jalousie, des trucs comme ça, c'est quand il est là. Et à chaque fois, je trouve ça aussi, c'est des moments super touchants. Ils arrivent à se ressouder ensemble. Je pense à ce moment où
Zac Efron et Harris Dickinson, du coup David et Kevin, se rabibochent dans les toilettes, tu sais, au moment du mariage, alors que techniquement David a pris la place de Kevin pour aller affronter le champion, et il est en mode ouais mais je t'en veux pas en fait, on est la famille et tout, genre et à chaque fois qu'ils sont entre eux, c'est toujours des moments assez fraternels, et voilà quoi, c'est le père qui gâche tout quoi. Ouais, bah complètement, le père il est assez insupportable, il est assez, ouais. Tu te dis si le père était pas là, bah ça serait pas fini comme ça quoi. Mais ouais. Et même il a même des quotes assez de viril toxique. Ne pleurez pas. Ah oui, complètement. Quand il y a des événements assez graves, vous ne pleurez pas. Voilà, tu deviens un homme et tout. Et il a un côté assez macho avec sa femme, et même avec Lily James, il a quelques remarques cheloues. Et pour le coup, le personnage de la mère, je trouve, parce que le récit, ça je peux le dire sans spoiler, c'est un peu un récit d'émancipation pour un des personnages, pour le personnage de Zac Efron, mais aussi de la mère, même si c'est plus c'est une personnage très secondaire dans le film, mais à la fin par exemple, je peux pas révéler, mais à la fin en tout cas, il y a une sorte d'émancipation. Et tu veux qu'on attaque la partie spoiler, parce que je peux pas. Ah oui, je veux dire, parce que t'es en train de raconter tout le film là depuis tout à l'heure. Non, j'ai pas trop dit. Franchement, ça va. C'est pas voilà, ça va pas gâcher le visionnage de toute façon, ce que j'ai dit. Non, mais là on va rentrer dans la partie spoiler. Bah la femme, par exemple, à la fin, d'ailleurs, il y a un moment très touchant où ses fils sont morts et elle doit renfiler sa robe. Tu sais, elle doit remettre la même robe qu'elle a mis pour l'enterrement d'un de ses premiers films, et elle en peut plus. Et je crois que c'est là qu'elle est en train de se rendre compte de à quel point son mari, même si elle est aimante, elle essaie de supporter son mari, que c'est un mec toxique quoi. Et à la fin, son mari rentre, il fait t'as pas fait le dîner, oui c'est vrai, hyper cliché. Elle fait de la pâture. Non, j'avais envie de peindre. Et tu vois, il y a une sorte d'émancipation d'elle aussi. Et donc que ce père, d'ailleurs, ça aussi c'est un truc hyper toxique qu'il met dans la famille, c'est qu'il parle de malédiction, le père, tu vois. Ouais. C'est pas lui qui parle de malédiction, ça c'est plus un truc qui s'est, moi de ce que j'ai compris, c'est plus un truc public qui s'est, voilà, parce qu'ils ont eu des. Oui, mais lui-même en parle, tu vois, c'est pas, lui-même il me semble qu'il en parle au début de la malédiction d'Evan Eric, hein, il me semble. Ah ouais, je sais plus, moi il me semblait que c'était un truc qui venait, que le personnage de Kevin dit que c'est un truc que les gens commençaient à dire que les Zac non, oui, t'as peut-être raison, mais ça va pas changer mon point que j'allais dire, mais c'est que malédiction, que soi-disant dans la famille, mais en fait c'est pas vraiment une malédiction, parce qu'en fait tout ce qui découle, en fait, ça vient du père en fait, tout ce qui vient du père, ça vient de lui en fait, et de sa toxicité en fait. Bien sûr, mais le père il est comme ça parce qu'il y a un moment, il y a une scène où ça parle de musique, tu sais, par rapport au personnage de Mike, et ils disent que en fait lui à un moment il était très fort en clarinette, je crois, un truc comme ça, oui. Qu'il adorait la musique et tout, et qu'en fait ça payait pas et tout, donc en fait il a arrêté quoi, et le mec il est devenu un peu comme ça aussi à cause de la société quoi. Bah je pense qu'il est devenu comme ça parce qu'il était avide d'avoir le titre, tu vois. Je pense qu'ils mettent ça aussi un peu, tu sais, ils sous-entendent que à l'époque il était pas comme ça quand elle dit qu'il jouait de la clarinette pour moi. Donc tu sais, il avait pas ce côté, parce que quand il parle du fils Mike, qui lui est fan de musique, il rabaisse constamment sa musique, il s'en bat les couilles, tu vois. Et en fait, je pense que son envie de gloire l'a rendu comme ça complètement c'est ça. Toxique quoi envers sa famille, tu vois. Et je pense que t'as raison là sur le coup sur ça. On va parler du personnage de Zac Efron quand même. Ouais. C'est le personnage central du film, hein, du coup le vecteur principal. Tout passe par lui, on peut le dire quand même. Ah oui, complètement, c'est le personnage principal, et je trouve que c'est intéressant que ce soit lui, parce que bon après c'est peut-être parce que c'est le seul qui est encore en vie, mais oui, c'est pour ça, oui. Parce qu'en vrai, non, mais parce que tu vois, c'est forcément ça, parce que le fait que ce soit pas lui et que David prenne sa place et tout, ça donne le truc comme quoi il y a pas de rise en fait. Il y a jamais de rise en fait, comme tu disais tout à l'heure. Ah oui, c'est que oui. Donc comme on est de son point de vue, on est un peu dégoûté pour lui, alors que si t'étais du point de vue de David, tu serais content, tu vois. Mais ouais, surtout que c'est le catcheur le plus expérimenté, celui qui a le fait le plus longtemps. Donc tu pourrais croire que c'est lui qui est celui dans le devant de la scène. Et d'ailleurs, je trouve que visuellement aussi, parce que pour le coup, Zac Efron, il est parti soulever à la salle, et donc du coup c'est le plus, énorme quoi, vraiment il détonne parmi ses frères, et c'est intéressant de voir que son personnage, qui lui a tous des aspects pour devenir le champion pour la famille, et en fait il va être mis en retrait à chaque fois. Il va être toujours il a pas tout. Justement, mais je veux dire en apparence il a tout en fait.
C'est le plus expérimenté, c'est le plus alors, visuellement le plus, celui qui ressemble le plus à un plus imposant, le plus, voilà, tu vois. Mais je vais te laisser en parler. Mais il est pas bon au micro. Ah, ça, on dit en catch, quelqu'un est bon au micro, quoi, quand il parle au micro, voilà, il doit avoir du charisme, tout ça. Et en fait, peut-être expliquer ce que c'est une promo, peut-être, pour les gens. Et ouais, non, bah c'est le côté d'être charismatique, tout ça au micro, de faire gueuler les gens, machin, de prendre la foule avec toi, quoi, en gros, et que tout le monde soit à fond dedans. Et lui, il n'y arrive pas, il bafouille et tout. À un moment, on le voit faire un spot, une interview comme ça, qu'il doit y avoir sûrement dans l'émission, avec un commentateur sportif là, et il arrive pas, il a refait 3-4 fois, et il y a David qui est derrière la caméra et qui se fout de sa gueule, et en fait à un moment David va prendre le micro sur le ring pendant un match parce que lui il n'arrive pas à parler, il essaye, et voilà, et David prend le micro, et en fait lui il a un charisme de ouf, en fait il prend toute la foule avec lui, tout ça, quoi. Donc et en fait c'est parce qu'il a une grande gueule, quoi, qui va devenir plus célèbre, en fait. Bah ouais, je sais pas exactement comment ça s'est passé dans la vraie vie, mais je pense que le fait d'être bon en promo, parce que au catch évidemment il y a la performance physique, mais comme t'as dit, il faut donner les gens envie de s'investir. Et comment tu fais ça? En faisant des promos. Donc souvent c'est les mecs qui se mettent en valeur, qui insultent l'adversaire, mais de manière charismatique, et voilà, et ça donne du poids à la rencontre, quoi. Et lui il arrive vraiment à faire ça, et donc du coup il se retrouve à être envoyé par le père comme pour être le champion de la famille, enfin pour aller affronter je sais plus comment il s'appelle, le catcheur, parce que c'est pas encore Ric Flair, il me semble, quand il va affronter. Mais en tout cas, c'est lui qui est le numéro 1. Malheureusement, voilà, on peut le dire là, ça va pas se passer comme prévu, puisqu'il va mourir d'une gastro-entérite, il me semble, hors champ en plus. C'est une hémorragie à l'estomac. Oui, mais c'est une je me suis renseigné, c'est une gastro-entérite grave, ce qui s'est aggravé. Ouais, ok. Mais ça aussi, tu vois. Le truc, c'est qu'il a pas été voir le médecin, parce qu'il lui dit à un moment, tu dois aller voir un médecin, tout ça. Ouais. Et il va pas. Et ça, c'est parce que le père, il veut le envoyer, machin. Il faut qu'il fasse des matchs, des machins. Il faut pas qu'il déçoive le père, quoi. C'est ça. C'est ça, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce moment-là où on apprend sa mort, parce que il est au Japon, je crois, quand il meurt. Et donc, on l'apprend hors champ. Et en fait, voilà, quand le film on vous dit qu'il en fait pas trop, il en fait vraiment pas trop, quoi. Ça va pas forcer dessus, quoi. Et d'ailleurs, ce moment, c'est le moment déclencheur de tous les drames qui arrivent après. Parce qu'après, d'ailleurs, il y a une phrase horrible du père qui dit au moment où ils apprennent la mort, il dit ne pleurez pas, et après la deuxième chose qu'il dit, c'est qui c'est qui va le remplacer pour le titre. Donc aucun moment de recueillement ou quoi, il est vraiment dans non, ce qui est important, c'est qui va le rejoindre. Et malheureusement ce ne sera toujours pas Zac Efron qui lui a l'impression de se donner à fond, qui va le rejoindre. Mais pour revenir juste à Zac Efron, parce que je voulais en parler, c'est vraiment un récit d'émancipation pour lui, parce que c'est le seul personnage qui va réussir à s'émanciper des codes d'une masculinité toxique. Et pour sa famille surtout, parce qu'on a le personnage de Lily James qui s'inquiète énormément pour lui et ses enfants, parce qu'en fait il y a ce truc de le personnage de Zac Efron, il a peur d'infliger cette malédiction sur ses enfants, mais pour moi c'est qu'il a peur d'être aussi toxique que son père envers ses enfants, en fait, et d'infliger cette toxicité là, je pense. Et donc c'est de ça qu'il s'émancipe à la fin, parce qu'on peut parler de la fin. À la fin, c'est le seul moment où le film, on peut dire, tombe dans le pathos, mais pour moi c'est justifié. C'est qu'on voit, mais c'est bien. On voit Zac Efron pleurer parce qu'il accepte d'avoir des émotions, il accepte de pleurer, et il pleure devant quoi? Devant ses deux fils qui jouent au football américain, et cette fois-ci de manière complètement juste pour s'amuser, tu vois. Et c'est pas en compétition. Et lui, ça lui rappelle ses frères, et ce moment où il se trouve ça ultra beau pour le coup, ce moment-là, quoi. Oui, et puis j'aime bien aussi le fait qu'ils lui disent mais tu peux pleurer, papa, c'est normal et tout. Oui, tu vois. Et tout. Parce que les enfants, pour eux, c'est normal, quoi. Tu vois, et de pleurer, c'est un truc vraiment que malheureusement le père Van Erick était non, mais quand ils sont à l'enterrement là, il dit non, vous pleurez pas, enfin il leur enlève les lunettes, il dit vous enlevez les lunettes et tout, vous pleurez pas, il dit mais quel connard, quoi. C'est horrible, quoi. C'est façon, quoi. Et le côté quand il fait le pile ou face aussi, je veux dire, tu prends pas Kerry, il a des problèmes d'alcool, enfin il a des gros problèmes d'addiction, tu le vois tout le long du film, qui est tout le temps en train de se bourrer la gueule, qui prend qui se pique et tout. Je pense qu'ils l'ont tous fait après ça se piquer, hein. mais après c'est particulièrement accentué sur lui, oui, c'est vrai. Ouais, sur Kerry, il a tout le temps une bière à la main, si tu regardes, il a tout le temps une bière à la main, en fait. Et ouais, donc, bon, logiquement, tu devrais plutôt aller vers le personnage de Zac Efron, quoi. Et non, quoi. Mais bon.
Bah, je pense qu'il voyait en Kerry un meilleur champion, bon, d'après le père, hein, évidemment. Mais oui, et surtout que lui, Kerry de base, voulait faire du lancer de disque pour les JO. Oui. Mais malheureusement, les JO c'était en Russie. Les États-Unis à cette époque-là, c'était pas le fun. Donc ils sont pas, ils y sont pas allés. Et du coup, il s'est tourné vers le catch. Enfin, il était forcé d'être se tourner vers le catch. Et c'est même pas eux qui choisissent, hein. Oui, bah c'est le père, oui, qui était en mode, bah non, tu vas devenir catcheur, quoi. Et il devient champion, on peut le dire maintenant. Il devient champion. Ouais. Mais la scène, comme elle est montrée, c'est qu'elle est plongée dans le noir, on ne voit pas le combat, et ce n'est jamais montré comme un moment de célébration, parce qu'il y a tellement de toxicité entourant cette ceinture, qu'en fait rien ne change, et ça ne les rend pas plus heureux, et ça n'aura pas rendu le père moins toxique d'ailleurs, pour envers sa famille, pour le coup. Et c'est juste après qu'il va avoir son accident, d'ailleurs, il ramène la ceinture à la maison. Enfin, on le voit à la maison, il a une discussion avec... C'est ça. Avec Kevin, et juste après il fait son accident de moto, et il y a le fameux plan dont on parlait tout à l'heure où on voit que en fait il se lève, c'est comment c'est bien fait parce qu'il se lève, mais après tu vois qu'il a une égratignure dans le dos, je crois, quand il se lève. Ouais. Et après tu vois qu'il a des béquilles, tu fais merde, il a des béquilles, parce que tu sais pas en fait, tu vois juste en moto et ça cut, tu sais pas ce qui s'est passé. Oui, tu dis peut-être qu'il s'est juste un peu blessé, mais voilà, et en fait après tu vois qu'il n'a plus de pied, qu'il se fait amputer. Voilà. Tu te dis oh non, là c'est assez violent quoi, comme assez choquant, mais alors que pourtant, on n'a pas montré l'accident, tu vois, on n'a pas montré le truc, c'est juste un plan et voilà quoi, tu prends ça dans ta tête, je trouve. Ouais, tu prends ça dans la gueule, tu dis, oh putain, et tout, ouais, c'est assez fort, je trouve. C'est assez fort comment c'est fait. T'as plusieurs passages comme ça, t'as notamment le suicide de Mike Kerry, ouais. Aussi. De Mike. De Mike, oui. Bah, de Kerry aussi. Ah, de Kerry aussi, ouais. Mais qui sont toujours un peu hors champ où Mike, c'est un mec qui prend des pilules devant un miroir et puis après, voilà, quoi. Et tu vois pas mourir, tu vois. Tu les vois pas mourir, en fait, vraiment. Mais le seul où on est présent, au moment où ça se passe pas, c'est le dernier personnage qui meurt. C'est le dernier, ouais. Kerry. Et là, encore une fois, c'est un plan qui coupe pas, hein. C'est un plan, un genre de plan séquence, mais je sais pas s'il est assez long pour appeler plan séquence. Mais juste, on suit de dos le personnage de Zac Efron, et on entend un truc, et la caméra se tourne, et il va le rejoindre, et là, et là, tu sais ce qui s'est passé, et là, tu te dis, dans la salle, je dis non, quand même, encore, tu vois. Parce qu'en plus, elle est horrible, c'est le Dallin White, puisqu'il prévient, enfin, il l'appelle. Oui, il l'appelle avant. Le personnage de Zac Efron, et donc tu sais que ça va se passer, quoi. Et tu te dis, non, pitié, s'il vous plaît, quoi. Et bah non. Et voilà, quoi. Mais ça en fait jamais trop. Il y a juste peut-être un moment où je trouve que ça en fait trop. Et là, j'aime pas trop ce passage-là, mais je me l'explique pas non plus tellement. C'est le moment où il y a je crois que c'est Jeremy Allen qui meurt et il y a une sorte de scène dans l'au-delà où il va rejoindre ses frères. Ah oui. Et là, je suis pas fan de ce truc-là, t'avoue. Ouais. Je trouve ça en fait un peu trop. Là, je suis en mode, ah ouais, là, ça me, je sais pas. J'aurais préféré que ça reste vraiment sobre jusqu'à la fin, pour le coup. C'est pour dire, voilà, ils sont naissants, les frères, ils sont ensemble, tout ça, je pense. Ça va pas plus loin, quoi. Mais je pense que ça nécessitait pas ça. Mais après, peut-être qu'il y a un mec qui va il va trouver une explication de pourquoi c'était si important, mais. Bon, on voit Jack Jr. là, ou je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le premier fils qui est mort. Oui, le premier fils qui est mort, qui est vite cité, voilà. Mais oui, effectivement, on peut peut-être, avant de s'arrêter, parler du personnage de Mike, parce que c'est celui qu'on a le moins parlé, qui lui aime sa musique et qui va être forcé de reprendre le catch après le décès du premier frère. Lui, c'est le pire, je pense, moi. Mike, c'est le pire. Et en fait, on voit qu'il est pas bon dans le catch. Le mec, il est pas bon du tout. Il est pas du tout, il a pas du tout le corps ou voilà, la pratique nécessaire. Il se blesse. Il est pas bien, mais son père, il le force quand même. Il a quand même cette emprise sur lui qui va le forcer à continuer. Et il va avoir une blessure. Il va finir dans le coma. Et moi, le moment qui me brise, c'est quand il revient, quoi. Et voilà, il a une sorte d'handicap. La conférence de presse, elle est horrible parce que tu vois dans le visage de Zac Efron qu'il est en mode, mais en fait, il sera plus jamais pareil, mon frère, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va. Alors qu'il dit au micro, il va reprendre le catch et tout. Je suis sûr qu'il va y aller mieux, machin et tout. Ouais, mais toujours ce truc de pousser les autres à, tu sais, oui, il va reprendre, il va devenir catcheur. Il n'y a pas d'autre possibilité, mais alors que le mec malheureusement, le catch et par extension son père l'ont un peu niqué sa vie pour le coup, quoi. Ouais, complètement. Et puis, en fait, ce qui va le pousser au suicide, je pense, c'est le fait qu'il arrive plus à jouer de la gratte, en fait. Parce que juste avant qu'il prenne les pilules, on le voit essayer de jouer la guitare et il y arrive pas. Oui. Je pense que il a plus rien dans la déclencheur vie. C'est ça. Et ouais. C'est un peu un film aussi sur peut-être sur la passion, où il faut que t'aies quelque chose toujours derrière pour, voilà. Lui, il a plus rien et sa passion, malheureusement, elle lui a été ôtée par son père, quoi.
Pour moi, c'est ça le truc. Et... Donc je me suis dit, il pourrait faire une musique pour les entrées des catcheurs, tu sais. Mais je crois qu'il fait la musique des catcheurs. Ah ouais? Mais parce qu'en fait, il y a un moment où il fait de la musique et je crois que ça coupe au moment du catch. Et tu sais, il les accompagne et je me dis, est-ce qu'il a pas fait la musique de ses frères et tout, tu vois? Et je sais pas, tu vois. Bah je sais pas, j'ai l'impression que moi qu'il y avait pas de musique quand ils entraient les catcheurs. Ah, il y a un moment, il y en a une quand les frères ils rentrent. Ah mais ouais, je sais pas du tout si c'est. Comme il n'y a pas d'écran et tout, j'ai l'impression que c'est pas comme maintenant. Non, mais attends, juste une musique de fond, voilà. Mais c'est que spéculation, hein, ce que je dis. Hein. Ça se trouve, il y a rien du tout. Ouais. Mais voilà, hein, pour le coup. Et d'ailleurs, juste aussi, Mike, à un moment, il parle des angles de caméra aussi. Oui. Au repas, là. Oui. Et l'autre, il dit, ouais, mais on s'en fout des angles de caméra. Mais je dis, mais comment ça? Le mec, tu fais un show. C'est une autre époque. Un show de caméra, non. Tu t'en fous pas des caméramans. Bah oui. Il y a quand même, maintenant, surtout, il y a un côté show à assumer de fou, voilà, sur la WWE, voilà, truc hyper produit, avec, voilà, des je sais pas combien de caméras, voilà, quoi. Ah, donc Mike, il est en avance, il a dit, ouais, t'as vu les nouveaux angles de caméra, incroyable et tout. Ouais. Donc, mais ça montre le côté artiste aussi du personnage. Oui, complètement. Et d'ailleurs, il force, peut-être que là je me dis, mais ça se trouve, en fait, lui, il aurait été mieux dans les backstage, en fait, si son père, il avait c'est ça. Pas forcé, il aurait été très bien dans les backstage, dans la production, quoi. Mais... complètement. Hein. Bon, on dresse un petit bilan de tout ça. Oui, on peut. Bah écoute, moi je trouve que c'est un très bon film de début d'année, un des meilleurs que j'ai vu. Bon, on est que le premier mois, mais ouais, je trouve que c'est un film hyper bien réalisé. Comme j'ai dit, ça joue super bien avec l'arrière-plan, surtout à la fin, où Zac Efron tu sais, il a ce moment où on voit des gens catcher, mais lui il catche pas parce que on refuse de le tag, parce que je sais pas pourquoi. Et la caméra se focus au début, se focus que sur lui, et en fait le match se passe en premier plan, et lui, on voit juste sa tête qui est en mode, bah, il est plus dans le coup du tout, quoi. Il est plus dans un truc. Il y a le moment où il perd le match contre Ric Flair. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que c'est le fait qu'il perde ce match qui va le libérer, en fait, de tout ce fardeau. De fait de pas avoir pris cette ceinture dans laquelle le père voulait tant, qui va le libérer et qui va après pouvoir s'émanciper. Et j'adore le plan où on voit juste la ceinture de Ric Flair en premier plan qui la tient, et on voit juste au fond ceux qui restent de la famille de Von Erich qui ont la tête baissée et tout, et je trouve ça super. Et voilà, j'adore cette histoire de famille, de la manière dont on parle d'émancipation, de cette masculinité toxique. Moi je trouve ça super. Voilà, j'ai mis quelques bémols vis-à-vis de la scène de l'au-delà. Et voilà, dernier bémol, parce que je veux chipoter, Ric Flair, il ressemble pas vraiment à Ric Flair, voilà. Oui, c'est vrai. Quand je vois sa tête, je fais, mais c'est pas Ric Flair, ça. Oui, bon, c'est un mec avec une perruque de Ric Flair, quoi. Ouais. Ouais. Non, oui, moi je disais juste sur la mère, je sais pas trop, parce qu'en fait, dès le début du film, à part parce qu'il y a le flashback en noir et blanc, là. D'ailleurs, je me suis dit, encore du noir et blanc, c'est à la mode en ce moment, mais voilà. De fou. Et oui, la mère au début, mais en fait, dès le début de l'histoire, quand ils sont dans le ranch et tout, à un moment, il y a donc le personnage de Kevin qui vient la voir et dit, ouais, tu peux dire à papa d'arrêter d'être méchant avec Mike et tout. Elle dit, ouais, c'est juste une histoire entre très frères. Et en fait, elle s'occupe pas de ses gosses. Bah ouais, oui, moi j'ai vraiment vécu ça comme ça aussi, hein. Que en fait elle ne refute pas l'autorité du père en fait sur la famille. Elle est vraiment supporter du père, et c'est vraiment à la fin, enfin plus le film avance, plus qu'elle s'émancipe elle aussi de ce truc très patriarcal dans lequel elle est enfermée. Parce que moi je m'étais dit peut-être que c'est à cause de la mort du premier fils qu'elle est devenue un peu comme ça, quoi. Moi, c'était un peu ma théorie, mais... Après, elle se laisse aller complètement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un laisser complètement... En fait, il a tellement une grosse prise, le père, qu'elle est... Voilà. Mais à la fin, de toute façon, il a plus de prise du tout sur la situation, puisqu'il y a plus de fils. Et le seul qui fils, il se barre. Enfin, il fait sa vie maintenant, donc voilà, quoi. Et ils vont même l'accompagner et tout ça. Ouais, mais même la mère au repas, tu vois qu'elle est pas en bon terme avec le père, quoi. Donc c'est pour ça, je sais pas, c'était un peu bizarre. Après, on est dans une famille... Enfin, ça se passe il y a 50 ans, tu vois. 50 ans, je vois très bien ce genre de couple exister, pour le coup, moi. Oui, où la mère reste forcément avec le père, ouais. Parce que les enfants... Oui, le mariage... Genre, c'était pas assez... Ouais. Oui, tu vois, et même le père qui est complètement autoritaire et qui a complètement le contrôle, voilà, c'est un truc qui se passait il y a malheureusement pas si longtemps que ça. Ouais, effectivement, ouais. Y a un plan, moi, que j'aime bien, dont on n'a pas parlé, c'est après que Kirill ait perdu son pied, là. Il y a un combat dans le ring, dans le jardin. Et en fait, je crois que la caméra, elle s'arrête pas aussi à ce moment-là. Et je sais pas, je trouvais qu'il était vachement cool, ce moment-là. Enfin, cool.
non, mais parce qu'en fait, Kiri, il souffre de ouf et tout, et je sais pas, j'aime bien la discussion entre les frères et tout, j'aimais bien ce moment-là. Ouais, oui. Où il veut forcer Zac Efron à le faire catcher, quoi, et tout. Un truc hyper horrible, pour le coup. Alors que Zac Efron, il a pas envie, il est en mode, mais il est trop mal. Et d'ailleurs, fun fact, parce que quand il est parti catcher, il a vraiment catché avec sa jambe, enfin, avec une jambe en moins, et personne ne le savait. Ah ouais? Ouais, c'était pas du tout connu, ils ont fait ça, ils ont réussi à faire croire aux gens qu'il avait pas perdu sa jambe et que, voilà, il catchait, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ouais. Parce qu'à un moment, il rejoint une autre compagnie ou un truc comme ça dans le film. Si, c'est ça, hein. Ouais, mais alors là, c'est toutes les histoires des compagnies des années 90, c'est l'enfer. Hein. Donc, je veux dire, il est plus dans l'entreprise de son père, après quoi, il est plus dans la compagnie de son père. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le personnage Kerry, mais voilà, quoi. D'ailleurs, il ramène une meuf à un moment là, mais on sait pas trop où elle passe après. Ouais, bah ça c'est pour montrer qu'il est complètement instable aussi, incapable d'avoir une relation stable aussi. Ouais. Son personnage, il est complètement à ce moment-là du film, il est complètement perdu, quoi. Ouais, il est détruit, hein. Même il lui ramène un flingue là, puis après il dit mais pourquoi tu utilises pas et tout, il s'énerve et tout. T'as vu que oui, bah cette scène aussi du repas, putain, il y a tellement de scènes on pourrait parler. Où il veut que son père le reconnaisse vraiment. Il est tellement à tel point matrixé qu'il est en mode mais en fait essaye le pistolet, sois fier de ce que je t'ai acheté, tu sais. Mais en fait t'as l'impression que le père il sera jamais satisfait, même quand il a ramené la ceinture. La ceinture ça suffit pas, il faut toujours qu'il soit toxique avec eux et qu'il les pousse encore. Enfin c'est un truc sans fin de masculinité toxique, quoi. Enfin, ouais, complètement. Mais ouais, c'est pas, écoute, ouais, super film, hein, moi aussi. C'est bon, après j'en ai vu que 2 au cinéma là pour l'instant, mais si je dois choisir entre Poor Things et Iron Claw, je choisis Iron Claw. Moi personnellement, ça m'a beaucoup touché. J'aime bien les sujets de société qui sont menés par le récit, les acteurs tous super attachants et tout, très bien filmés. Voilà quoi. Enfin faut que j'arrête de dire voilà quoi. Mais c'était vraiment bien. Moi ça m'a vraiment pris. Et, quand je suis sorti du film, je me suis dit putain, c'était bien quoi. Bah écoute, je suis d'accord et je propose d'arrêter la critique ici pour le coup. Okay. Est-ce qu'on passerait pas aux sorties de la semaine prochaine juste avant de se quitter? Ouais, donc qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Eh ben on a le film Argyle la semaine prochaine qui sort, le film de Matthew Vaughn, qui a fait Layer Cake, X-Men First Class, les Kingsman, voilà un réalisateur. Bon quoi. On en parlera la semaine prochaine, puisqu'on va sûrement parler du film la semaine prochaine. Du coup, le film avec un gros casting, Sam Rockwell, Henry Cavill, Dua Lipa, qui n'est pas une actrice, mais une chanteuse quand même très connue, Bryce Dallas Howard, donc voilà, et Samuel L. Jackson, faut jamais l'oublier. Et voilà, et c'est un film d'action, d'espionnage, assez parodique un peu, ça ressemble un peu à Kingsman dans l'esprit. C'est le film dont on va sûrement vous parler. Sauf qu'il y a un twist. Ouais, bon. La semaine prochaine. Je sais pas. Je verrai le film. On verra. Non, mais on le voit dans le trailer. Il y a un twist, c'est pas vraiment ça. Oui, il y a une mise en abîme et tout, oui. Mais voilà. Ouais. On verra. Mais je crois que ça parle quand même d'espionnage et de trucs comme ça. Hein. En tout cas, c'est le livre que le personnage écrit. Mais après. Mais je crois que c'est lié à la réalité. Enfin, il y a des trucs. Ouais, il y a des trucs qui se passent après dans la réalité. Tout ça, ça va être un truc. Sinon, aussi la semaine prochaine, on a The Zone of Interest, donc la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Donc c'est le réalisateur de Under the Skin. C'est ça, ouais. Il a fait un autre film, je sais plus. Je sais plus le nom de son autre film, mais son dernier film c'était Under the Skin qui avait fait parler et qui est sorti il y a 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'il a pas fait de long métrage. Et moi je l'ai vu, voilà, et je trouve que c'est un film hyper radical, donc c'est pas du tout pour tout le monde. Ok. Mais voilà, qui parle des camps de concentration d'une manière assez spéciale, puisqu'on va être du point de vue de ceux qui mettent les gens dans les camps de concentration, donc c'est pas le truc le plus, voilà, c'est assez. C'est pas joyeux. En fait, c'est assez spécial parce que, en fait, on suit. C'est joyeux dans un truc glauque, c'est ça? On suit une famille qui est pas forcément si empathique. Enfin, c'est difficile d'avoir de l'empathie, mais c'est intéressant justement d'avoir pris ce point de vue-là. Mais j'encourage les gens à aller voir en salle parce que c'est pas une expérience qu'on peut vivre tous les jours, ça c'est sûr. Ouais. Pour le petit fun fact, juste Jonathan Glazer a réalisé. Il me semble si c'était Jonathan Glazer qu'il a réalisé un clip de Jamiroquai. Voilà, celui où il y a tous les fauteuils qui bougent et tout. Voilà.
C'était le moment rock, j'imagine, parce que je n'ai aucune culture rock, moi, désolé. Et sur ce point rock, on dirait que Jamiroquai, c'est du funk. Voilà, quoi. Bah voilà, vous voyez mon inculture, point de culture ici. Et on va se quitter sur ce point funk. On va se quitter là-dessus, Ista. Ouais. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'Argyle, et on se retrouve vendredi pour les news de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Et voilà, Ista. Ouais, et on parlera sûrement d'Argyle la semaine prochaine. On se retrouve pour de l'espionnage, je sais pas. Oui, c'est ça. Voilà. On en parle la semaine pro. Salut et vive le catch. Ciao.